Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en marge de l'Atlantique Dialogue qui se tient à Marrakech, Monsieur Abdelhak Bassou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur dans l'OCP Policy Center. Aujourd'hui nous allons parler de cette menace grandissante des retours de combattants de l'organisation autoproclamée Daesh. Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous remarquons que l'organisation terroriste subit des défaites cuisantes, notamment en Irak, en Syrie, mais aussi en Libye. Aujourd'hui, quelle menace constitue le retour de ces combattants, que ce soit au Maroc ou en tout cas dans les différents pays dont sont originaires ces combattants dans l'organisation? Bien, merci de me recevoir. Pour ce qui est de Daesh, il faut d'abord, aujourd'hui, oui, nous assistons à un certain démantèlement de Daesh. L'organisation subit beaucoup de défaites, il perd du territoire. Et on peut peut-être assister dans les mois qui viennent, peut-être entre 2017 et 2018, à un démantèlement, mais là, il faut faire attention au démantèlement de Daesh en tant que structure militaire organisée. Parce que l'idéologie Daesh, ça, on ne peut pas le battre avec des missiles. Ça ne se terminera pas. Donc là, on aura encore l'idéologie Daesh va vivre avec nous. Et c'est vrai que ce démantèlement des structures militaires va nous mettre devant le problème du retour de ces terroristes étrangers. Pour évaluer la menace ou pour essayer de chercher les manières de gérer la question, il faut peut-être chercher dans l'antécédent, peut-être est-ce qu'il y a un antécédent dans l'histoire. Et là, ça nous renvoie aux Afghans arabes. En 1989, quand l'URSS a quitté l'Afghanistan, il est resté en Afghanistan quelques 6 000 à 7 000 combattants qui s'appelaient les Afghans arabes, qui étaient des étrangers et qui étaient une armée sans guerre, sans mission. Ils se sont un peu disloqués à travers le monde. Est-ce qu'on peut tirer les leçons des Afghans arabes? Je crois que d'une part oui, mais d'une part non. D'abord parce qu'ils ne terminent pas de la même manière. Les Afghans arabes avaient terminé leur djihad en étant vainqueurs de l'armée de l'URSS. Aujourd'hui, nous allons nous trouver avec des combattants étrangers en Syrie et en Irak qui vont terminer en étant vaincus, c'est-à-dire en étant un peu déboutés hors de ces territoires. Ce qui fait craindre d'une manière qu'ils soient un peu plus acerbes, plus atroces, plus amers et peut-être porteurs de beaucoup plus d'esprit de vengeance. D'accord. L'autre, la menace, si on veut, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette menace? C'est que le retour de ces gens, ils peuvent d'abord eux-mêmes faire des attentats dans les pays où ils vont retourner. Jusqu'à présent, certaines statistiques nous disent qu'un combattant sur 9 parmi ceux qui retournent réussit à dépasser les mesures de sécurité, à exécuter son attentat. Alors, oui, c'est petit quand même. 1 sur 9, c'est petit, mais si on arrive, par exemple, aujourd'hui, on nous dit qu'il reste quelques 2000 Européens, France, Belgique, Espagne, tout compris, il reste quelques 2000. Si sur ces 2000, on prend les 1 sur 9, nous allons tomber à peu près sur 200 personnes. Ça nous fait quand même, si on prend la moyenne de 2 ou 3 par attentat, ça nous fait entre 60 et 100 attentats. Donc, le chiffre paraît petit, mais quand on le calcule avec les séquelles peuvent être grandes, peuvent être très, très, très grandes. L'autre question, c'est-à-dire si on revient à l'exemple des Afghans arabes, nous savons que dans les années 90, nous avons vu ce retour de ces combattants étrangers qui a donné naissance à d'autres organisations. On sait par exemple que le GIA en Algérie a été monté, a été construit par des anciens de l'Afghanistan. On sait au Maroc, tout le monde le sait, le GICM, le groupe islamiste combattant marocain, ce sont des anciens de l'Afghanistan. On sait que le GICM, le groupe islamique combattant libyen, ce sont des anciens de l'Afghanistan. On sait que AQPA, c'est-à-dire Al-Qaïda en péninsule arabique, c'est des anciens de Al-Qaïda. Et donc on craint que ces terrorist fighters, que ces combattants étrangers qui vont revenir de la Syrie et d'Irak ne fassent pulluler encore plus d'organisations dans les pays où ils vont. Alors justement, nous allons revenir à ce point, mais avant, comment pensez-vous
que ces pays-là peuvent gérer le retour de ces combattants sur leur sol, notamment le Maroc? Il y a un premier point d'un point de vue sécuritaire, c'est d'abord la détection. Il faut savoir qui ils sont et est-ce qu'ils sont entrés ou pas. Donc c'est d'abord un travail de frontière, de savoir si on peut détecter ces gens-là quand ils reviennent. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'ils sont entrés dans le territoire, la gestion devient un peu plus facile. Je ne dis pas que c'est terminé, mais que ça devient un peu plus facile. Et je crois qu'aucun pays ne peut le faire tout seul. D'abord parce qu'à la frontière, on doit avoir des listes de ces personnes, comme ils sont connus, c'est-à-dire ils ne peuvent pas entrer au Maroc pour aller en France, ou en Espagne pour aller en Italie, ou en Algérie pour aller en Tunisie. Et il faut que ce soit des listes globales, communes, à l'ensemble des pays du monde. Ça, c'est le premier problème, celui de la détection. Et nous avons l'expérience, comme je retourne toujours à cette expérience d'Afghans arabes, c'est-à-dire ceux qui ont les doubles nationalités, et donc qui peuvent circuler entre 2 voire 3 pays d'une manière très facile. Fluide, oui. Fluide et facile. Alors, si le pays d'origine l'a détecté et le connaît, et que le pays de la deuxième nationalité ne le connaît pas, donc il peut aller dans son deuxième pays. S'il est connu par l'un et pas par l'autre, il ira là où il n'est pas, où il n'est pas connu. Donc il y a déjà ce problème de détection. Maintenant, eux, ils ne sont pas, ces gens-là ne sont pas au même degré de radicalisation ou au même degré d'endoctrinement. Donc il y a ceux qui, enfin je dis entre guillemets, qui en ont marre et qui donc sont prêts au repenti. Il ne faut pas qu'ils soient traités de la même manière que ceux qui continuent dans... Comment peut-on juger le degré d'endoctrinement d'un combattant? Certains pays d'Europe aujourd'hui ont des sortes de, si vous voulez, de périodes ou de phases d'évaluation. Donc ces gens-là entrent, on les emmène quelque part, ils sont dans un certain séjour autour duquel on fait des enquêtes et on leur parle pour savoir quelle issue leur donner, donc quoi faire avec eux. Il y a bien sûr ceux qui tiennent à leur doctrine, ils sont renvoyés à la justice, mais il y a ceux qui sont récupérables, ceux qu'on peut reprendre. Très bien. Parce que même le fait de les envoyer en prison, ceux qui sont endoctrinés, radicalisés, si on les envoie dans une prison, on leur donne l'opportunité de radicaliser encore d'autres personnes. Parfaitement, oui. Donc il faudrait qu'on soit vraiment très prudent sur ces questions-là. Il y a plusieurs manières de traiter et il ne faut pas traiter tout le monde de la même manière. Alors, on a parlé des conséquences. Vous avez évoqué tout à l'heure le risque d'attentat. Il y a également le risque d'endoctrinement d'autres personnes de leur entourage. Donc les conséquences de ce retour-là ne se limitent pas aux attentats, à ce qu'ils passent à l'acte en tout cas, mais il y a aussi cet esprit d'intégrisme qui peuvent diffuser autour d'eux. Et j'ai parlé tout à l'heure de Daesh qu'on ne peut pas arrêter avec des missiles. C'est ce Daesh idéologie. Ils vont être en quelque sorte le prolongement de l'idéologie de Daesh, qu'ils vont diffuser en créant des groupes, en faisant des prêches, en investissant des mosquées. C'est-à-dire ils peuvent même squatter des mosquées parce que pour ces gens qui radicalisent, ils utilisent tous les espaces. L'école, la famille, la mosquée, la rue, la prison, tout ce qu'on... Ça, en plus de la toile, en plus du réseau Internet. Alors, vous évoquiez l'exemple, nous sommes revenus dans l'histoire à travers ces Afghans arabes que vous aviez évoqués et à travers leur transformation dans le temps et dans les pays, à savoir maintenant il y a cette menace de ce qui se fait appeler la Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI. Est-ce que ces retours de combattants peuvent peut-être donner plus de force à cette organisation terroriste dans la région sahélo-saharienne aujourd'hui? Oui, parce que d'ailleurs, avec les gens qui sont aujourd'hui dans les rangs de Daesh, il y a ceux qui ont été recrutés par Daesh. Mais il y a ceux qui sont un peu de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui étaient Al-Qaïda et qui ont opté pour Daesh. Ils ont opté pour Daesh parce qu'il y a eu l'attrait de ce khilafa, de cet État islamique. Il y a eu cet attrait qui a même, c'est-à-dire il y a eu une reconversion, si vous voulez, d'Al-Qaïda vers Daesh. Alors peut-être que ces gens-là vont revenir dans l'organisation mère, dans l'organisation d'Al-Qaïda. Qu'on croyait... terminé, certains analystes disent que Al-Qaïda est intelligent.
Al-Qaïda est intelligent dans la mesure où il a confié à la communauté internationale le soin de terminer avec sa rivale Daesh. Il a fait profil bas. On a vu que durant toute la période Daesh, Al-Qaïda a fait profil bas. À part un peu en Syrie. Malgré certains attentats. Et en Syrie, il y a bien sûr la branche Jabhat al-Nusra qui s'appelle aujourd'hui Jabhat Fath al-Sham, ou qui n'est même plus. Il est aussi en train d'être démantelé, surtout dans son fief à Haleb, à Alep. Donc, on a eu des organisations qui étaient affiliés à Al-Qaïda qui sont passés dans les rangs de Daesh. On avait des individus qui étaient dans les rangs de Al-Qaïda qui sont passés et qui risquent maintenant de retourner vers Al-Qaïda. Retourner vers Al-Qaïda et donc vers AQMI. AQMI aussi, donc les Maghrébins, tous ces Maghrébins, nous parlons notamment des Marocains. Est-ce que ces Marocains vont retourner au Maroc? Ou est-ce qu'ils vont retourner pour renforcer les rangs d'AQMI, notamment au Mali, au Niger et dans le Sahel? Alors maintenant, nous parlons beaucoup d'Afrique face au challenge du développement. Il y a ce challenge sécuritaire qui doit réunir encore une fois les pays africains autour de cette question, parce que, vous l'avez évoqué, l'AQMI est là et ce retour de combattants risque d'aggraver les choses. Il est aujourd'hui en train de se réorganiser. Donc, parce que, comme ce phénomène terroriste, on dit toujours qu'on l'a terminé, il revient. Donc, après l'opération Serval, donc des forces françaises, on a dit l'AQMI terminé. Seulement, ils n'étaient que éparpillés. Aujourd'hui, ils sont en train de retourner au Sahel. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec une organisation très puissante au Sahel, qui est Al-Morabitoun. Je ne sais pas si c'est vrai que Moukhtar a été abattu ou pas. Donc on dit qu'il a été visé par un drone et qu'il est mort. Mais on l'a dit plusieurs fois, il a ressuscité. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il y a une certaine organisation. Al-Morabitoun aujourd'hui est très organisé. Il est très organisé et il a opté pour un nouveau titre. Al-Morabitoun, Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest. Alors si on fait bien attention, c'est Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest et pas Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui. Donc ce n'est plus le Maghreb islamique uniquement, on est en train d'aller vers toute l'Afrique de l'Ouest. Certains disent que c'est à cause d'un différend qu'il y a entre Drukdel et Moukhtar Ben Moukhtar et que Drukdel veut avoir sa propre organisation. Donc il veut faire comprendre à Al-Qaïda mère à Douaré qu'il a sa propre organisation qui est Al-Morabitoun et qui peut faire plus. D'ailleurs, Moukhtar Ben Moukhtar a toujours essayé de faire savoir qu'il a plus de moyens. En 2013, lorsque Al-Qaïda a demandé aux terroristes du Sahel de taper sur les intérêts français, c'est Moukhtar Ben Moukhtar qui va faire le coup de Ain Amnas. Et non pas Drukdel. C'est-à-dire il va essayer de dire que c'est moi qui a plus de moyens de répondre. Alors l'autre organisation aujourd'hui qui est encore organisée, c'est Ansar Din. Ansar Din aussi, on a dit que c'était terminé, mais avec Agrali, aujourd'hui Ansar Din est organisé en 3 sous-ensembles, Ansar Din Nord, le Front de Libération de Massina, qui est Ansar Din Centre et Ansar Din Sud. Donc il y a un retour vraiment en force de Al-Qaïda au Sahel. Au Sahel et maintenant en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Sahel, Afrique de l'Ouest. Et est-ce que, je ne sais pas, j'avais écrit un papier à l'OCP Policy Center pour parler du couloir de vulnérabilité au terrorisme de la Libye au Nigeria. Parce que là, Libye, Nigeria, Tchad, Cameroun, c'est un couloir qui relie la Méditerranée à l'Atlantique et qui est vulnérable à cette question de terroristes. On ne sait pas à quel point il peut rencontrer la Corne de l'Afrique avec les Shabab. Très bien. Merci, Monsieur Basso, pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'invité du jour. Excellente suite des programmes sur Média TV.